Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 12 août. Accident dans une colonie de vacances lors d'une excursion en canyoning. Un enfant de 12 ans et un moniteur sont morts. Une monitrice est très grièvement blessée. Les enfants venaient de la banlieue parisienne. Fusillade la nuit dernière à Paris devant une boîte de nuit, place de la Madeleine. Les malfaiteurs voulaient s'emparer de la recette. Ils ont blessé une jeune femme. Cérémonie à la mémoire des 20 personnes disparues lors de l'accident d'avion jeudi dernier en Polynésie. 5000 personnes ont participé à une veillée de prière en présence du secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi. Plus d'un quart des hôtels, cafés, restaurants fraudent à l'URSSAF en ne déclarant pas toutes les heures travaillées par les salariés. C'est en Île-de-France et en Outre-mer que les fraudeurs sont le plus nombreux. Le festival de Ramatuelle, créé par Jean-Claude Brialy, a été hier soir à l'occasion de lui rendre un hommage. De nombreux comédiens sur scène, avec aussi Laurent Gérard qui est avec nous ce soir, en direct d'un autre théâtre, et il nous dira pourquoi. Ce devait être pour un groupe de 7 enfants d'une colonie de vacances la découverte ce matin du canyoning en Haute-Savoie. L'initiation a tourné au drame. Un enfant de 12 ans et un moniteur sont morts noyés. Une autre monitrice a été blessée alors qu'elle s'était jetée à l'eau pour venir à leur secours. Les enfants faisaient partie d'une colonie de vacances de la ville de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Sur place, en Haute-Savoie, près de Cluse, Caroline Thébault et Olivier Jacquelin. Ils sont 9 à s'élancer sur ce site de canyoning ce matin. 7 enfants d'une colonie de Choisy-le-Roi, leur accompagnatrice et un moniteur de la région. Un premier enfant saute à l'eau, ressort des vagues après une grosse frayeur. Le second, lui, est pris par les remous. Le moniteur puis l'accompagnatrice se jettent à son secours mais restent prisonniers du courant. Les enfants donnent l'alerte. Dès notre arrivée, nous avons pu dégager rapidement une première victime, donc qui a été traitée médicalement, qui a ensuite été évacuée par un vecteur héliporté sur l'hôpital d'Annecy. Et ensuite, nous avons, dans le cadre des reconnaissances qui ont été effectivement assez longues compte tenu du niveau important de l'eau, retrouvé les 2 autres corps à peu près un peu plus de 2 heures après le début des opérations. Les 2 corps étaient ceux d'Elias, 12 ans, et du moniteur. L'accompagnatrice, elle, est toujours ce soir dans le coma. Les autres enfants ont été entendus par des gendarmes et des psychologues. Même si la météo était bonne, les habitués de la montagne ont remarqué ici de forts courants après les récentes intempéries. On peut descendre une rivière quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais là, il y a quand même moins que d'eau que la semaine dernière, mais il y a un peu plus d'eau que d'habitude. Selon le sous-préfet, c'était pourtant un moniteur chevronné. Le moniteur qui encadrait le groupe était diplômé, il est accompagnant en moyenne montagne, il est spécialisé en canyoning et en termes d'effectifs, c'est tout à fait conforme à la législation. Il suffisait pour encadrer un groupe de 7 enfants. C'est pour l'instant le seul accident de canyoning de la saison, le plus grave depuis de nombreuses années. Alors le maire de Choisy-le-Roi s'est rendu sur place. Pour nous, c'est un drame épouvantable. Dans une colonie de vacances qui existe depuis 44 ans, c'est la première fois qu'on a un accident de cette nature. On ignore encore quand les rescapés et les 50 autres enfants de cette colonie de vacances rentreront chez eux en région parisienne. L'enquête, elle, devra déterminer les responsabilités et les causes de l'accident. Et nous retrouvons en duplex de la mairie de Morillon, où se trouve la colonie de vacances, Jean-Yves Moracchini, qui est sous-préfet de Thonon-les-Bains. Bonsoir. Alors, est-ce que, monsieur le préfet, ce parcours était véritablement adapté à l'initiation des enfants? Bonsoir madame. Ce parcours est un parcours d'initiation. Le moniteur qui assurait l'encadrement le connaît sur le bout de doigt pour le pratiquer quotidiennement. L'âge des enfants n'influe pas puisque c'est je me répète, un parcours d'initiation et il s'agit d'une question de pédagogie. Ce qu'on a pu observer, mais vous l'avez dit dans votre reportage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau actuellement que ces derniers jours. La Haute-Savoie a connu des épisodes pluvieux très importants et il reste beaucoup d'eau dans les torrents. Donc est-ce qu'il y avait quand même une petite prise de risque à aller faire du canyoning avec ces conditions météo qui n'étaient pas, disons, idéales? Alors les conditions météo, le ciel était très bonne, la surcharge en eau fait qu'il fallait se poser la question, est-ce qu'on engage ou on n'engage pas les enfants? Mais là je pense que c'est l'enquête qui devra déterminer la décision prise par le moniteur. Est-ce que 12 ans tout de même, ça n'est pas un peu jeune quand on n'a pas forcément l'habitude de nager dans les eaux vives pour s'initier à ces sports qui sont quand même assez dangereux? Ces enfants sont dans le cadre d'une colonie de vacances
connu, qui vient régulièrement sur un parcours connu et recensé. Je ne pense pas que l'âge influe. La question qu'il faut se poser, c'est le débit d'eau. Est-ce qu'il fallait ce matin s'engager sur cet itinéraire? C'est un problème plus général. La saison est mauvaise, il fait mauvais. Tout le monde est impatient de participer aux activités prévues. Et donc, tant pour l'encadrement que pour les participants, il y a une pression à laquelle il faut savoir résister. Dernière question, vous avez des nouvelles concernant justement l'état de santé de la deuxième monitrice? Alors la monitrice qui a eu un très bon réflexe puisqu'elle a donné son portable aux enfants avant de porter secours est toujours dans le coma artificiel. Le pronostic vital est très réservé. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Monsieur Morocchini. Je rappelle que vous êtes sous-préfet de Thonon-les-Bains. Et le ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, vient de s'exprimer elle aussi sur ce drame. Écoutez-la. D'abord une très grande émotion, une très grande tristesse devant le décès de ce jeune homme de 12 ans, de son moniteur qui s'est tué en se portant à son secours, également l'encadrante qui est entre la vie et la mort et qui est aussi qui a eu ce très très grave accident en se portant au secours de ce jeune homme. Il n'y avait pas de problème d'encadrement à proprement parler puisque les normes prévoient un encadrant pour 8 jeunes et là ils étaient 2 encadrants pour 7 jeunes. Donc au point de vue du respect de la législation, elle était, j'allais dire, ce respect était plus que parfait. Certainement des conditions météorologiques assez subites sont à l'origine de ce drame épouvantable. Reste qu'aujourd'hui, de plus en plus de sports à sensation sont proposés dès le plus jeune âge. Descente des rapides en radeau, expédition en canoë gonflable dans les torrents de montagne ou encore canyoning où l'on doit descendre des cascades en rappel et se glisser dans des failles rocheuses. Tous ces sports en eau vive, s'ils créent des sensations, ne sont pas sans danger quand on n'est pas un nageur expérimenté. Julien Benedetto, Jean-François Firé et Marine Minçan. Derrière la beauté des lieux indiscutables, le danger guette, charrié par la force de l'eau. Le canyoning ou randonnée aquatique consiste à descendre des torrents encaissés. Dans un environnement à risque, l'activité est dangereuse. Elle nécessite une stricte application des règles de sécurité. Exemple, ne jamais sauter dans les vasques sans en avoir vérifié la profondeur. Les accidents les plus courants sont des glissades à une impulsion au départ d'un saut. On glisse, on tombe sur la roche. Des noyades, un rappel mal mis en place, mal effectué. La personne se bloque sur la corde. Là, on glisse. Combinaison en néoprène épaisse de 8 mm, casque, gants. Matériel indispensable qui peut s'avérer insuffisant en cas de crue, le principal danger. Les effets de l'eau accélérée sont dévastateurs. Règle essentielle, une descente ne doit s'effectuer qu'en cas de débit d'eau faible. C'est parti. Il faut faire attention aussi aux risques d'orage, principalement aux montées violentes des eaux dans le canyon, qui peut nous embarquer. Le canyoning est à la merci de la météo. En 1999, près d'Interlaken en Suisse, 21 personnes avaient trouvé la mort dans une descente. En France, la pratique est très réglementée. Des arrêtés préfectoraux interdisent même la descente de certains canyons. À Paris, la nuit dernière, une fusillade a éclaté vers 5 heures entre 4 malfaiteurs et des policiers. Ils venaient de tenter de braquer une boîte de nuit, place de la Madeleine, et en sortant, la police les attendait. Les malfaiteurs ont fait usage de leurs pistolets mitrailleurs. Une jeune fille qui était sur le trottoir a été blessée. Jérôme Soulard. Des dizaines de douilles sur le trottoir, des impacts de balles sur les vitrines. Incroyable tentative de braquage avortée dans cette discothèque parisienne et une énorme frayeur pour les clients de l'établissement. 5 heures ce matin, ces 8 jeunes femmes sont au vestiaire pour récupérer leurs affaires. Soudain, 3 braqueurs lourdement armés surgissent et réclament la caisse de la discothèque. Et est arrivée une personne cagoulée qui est arrivée en fait et elle a dit toc toc, dégagez. Et 2 autres sont arrivés, nous ont dit de descendre avec des armes. Impressionnant, franchement je pensais que c'était un film, quelque chose d'irréel. Et en fait, ouais, j'ai eu très peur. Il y a une amie qui a eu un malaise. Franchement, c'est impressionnant. C'est l'affolement dans l'établissement. Les braqueurs fuient, mais la police est déjà là. En pleine rue, avec leurs armes lourdes, les malfaiteurs canardent les policiers qui ripostent. Victime de la fusillade, une femme reçoit une balle dans le dos. Elle est grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger.
je pense, des gens qui ont vraiment de grosses choses à se reprocher. On pourrait avoir de telles armes en leur possession et en faire usage aussi librement, que ce soit aux forces de l'ordre et pouvant blesser n'importe qui. Je pense que là, on a affaire à des gens très peu fréquentables, je dirais. Les braqueurs fuient avec moins de 1 000 € de butin. Sur place, la brigade de répression du banditisme a été chargée de l'enquête. À Papeete, en Polynésie, plus de 5000 personnes ont participé à une veillée œcuménique de plus de 3 heures à laquelle toutes les églises polynésiennes étaient associées. Des centaines de bougies étaient allumées. Le secrétaire d'État, Christian Estrosi, a rencontré les familles des 20 personnes disparues dans l'accident d'avion qui s'est produit jeudi dernier au décollage à Moorea, à Noburel. Des colliers de fleurs au large de Moorea. Un dernier hommage jeté à la mer par les proches, les parents, les enfants des 20 passagers du vol 1121. Un moment douloureux. 4 d'entre eux n'ont toujours pas été retrouvés. J'ai tenu à être présente pour lui rendre hommage au nom de ses enfants, au nom de toute la famille. Voilà. C'est une personne très aimée avec un cœur. À bord du bateau, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, solidaire des familles. Je suis là à la fois pour soutenir les familles dans leur deuil, pour leur témoigner de notre émotion, de notre affection, et en même temps pour veiller à ce que l'action de l'État ici puisse garantir la transparence, la vérité sur les causes de cet accident. Image d'une Polynésie en deuil, unie dans le chant et les prières comme ici à Papeete. 5000 personnes ont rejoint la grande veillée œcuménique dans la nuit. Plus loin, la lueur de centaines de bougies. Elle rappelle les 2 jours de deuil décrétés par le président de l'Assemblée territoriale. Mais au large des côtes, les recherches continuent. L'épave gît probablement par 700 mètres de profondeur. Elle n'a toujours pas été localisée. Pourquoi? Comment? Aujourd'hui, le crash du vol 1121 reste encore un mystère. Et dans ce type d'avion qui s'est écrasé en mer, il n'y a pas de boîte noire, mais un enregistreur audio qui pourrait donner des indications sur l'ambiance à bord avant de l'accident. C'est un des éléments clés de l'enquête qui s'annonce forcément difficile tant qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Sur ce type d'accident, l'enquête se déroule selon des modalités très précises. Renaud Bernard et Jacques Gérard. Première étape, pour comprendre les causes de l'accident, la gendarmerie des transports aériens a recueilli les récits des témoins. Le parquet a également ordonné l'autopsie du pilote. Conclusion, le commandant d'Air Moorea n'a pas fait de malaise, pas d'infarctus qui pourrait expliquer le drame. Parallèlement à cette enquête judiciaire, il y a l'enquête technique. Les experts de l'aviation civile collectent les débris de l'avion, un puzzle qui va permettre de reconstituer l'appareil, comme ici pour le crash du vol TWA 800 à New York. La position des aiguilles sur un cadran, l'inclinaison d'une manette de gaz peuvent en dire long sur les derniers instants d'un vol. L'enquête technique, c'est d'analyser déjà les débris de l'avion si on les trouve. Les moteurs, les gouvernes, savoir s'il n'y a pas une gouverne de profondeur qui a lâché, ce qui expliquerait un piqué par exemple. Avec la collecte des débris, il y a aussi l'étude des enregistreurs de données. La boîte noire qui recense 150 paramètres de vol, la vitesse, l'altitude, le cap. Construit en 1979, le bimoteur d'Air Moorea n'en était pas équipé, mais il disposait d'un autre mouchard, le Cockpit Voice Recorder, en clair, un enregistreur audio placé dans le cockpit. Par l'intermédiaire d'un microphone qu'on appelle un microphone d'ambiance, on va pouvoir écouter indifféremment toutes les voix, mais également les bruits, les alarmes, tout ce qui se passe dans l'ambiance du poste de pilotage. Le bureau enquête analyse des vols est assez fort là-dessus parce qu'il arrive à éliminer les bruits, les manettes de gaz qu'on réduit, les moteurs qu'on réduit ou qu'on augmente, ou un seul moteur sur les deux. Les techniciens du BEA arrivent formidablement à faire ce genre de travail. Problème, l'appareil d'Air Moorea repose par au moins 700 mètres de fond dans une zone où les courants sont très violents. Les enquêteurs envisagent que son épave ne soit jamais retrouvée. Dans le centre de l'Espagne, les habitants ce matin ont vécu de longues secondes d'angoisse. Un séisme d'une magnitude de 5,1 s'est produit en Castille, près de la localité de Pedro Monies. La secousse a été ressentie dans 9 régions espagnoles jusqu'au sud du pays. Les dommages les plus importants ont été enregistrés dans la ville d'Almagro, à 120 km de l'épicentre, où une partie du théâtre municipal a été détruite. Sur la navette Endeavour dans l'espace, les dommages causés au décollage seraient finalement bénins et les astronautes ont pu effectuer une première sortie aujourd'hui. Marie-Pierre Cassignard.
Au bout de ce long bras articulé, peut-être une réponse, enfin. De l'intérieur de la navette Endeavour, c'est Barbara Morgan qui pilote le robot. Muni d'un rayon laser, le bras balaye les tuiles endommagées. L'examen permettra de connaître la profondeur des entailles et donc la gravité du dommage. Mais depuis la nuit dernière, les ingénieurs de la NASA sont confiants. Ils savent maintenant avec certitude que c'est un morceau de mousse et non de glace comme ils le pensaient hier qui a percuté la navette. Une mousse isolante de la taille d'un pamplemousse, moins dense que la glace et donc moins encline à faire des dégâts en profondeur. Signe rassurant, les 7 astronautes sont sortis de la navette la nuit dernière pour commencer comme prévu leur programme de travail. On devrait connaître demain les résultats précis de l'examen laser. Selon une enquête des services de l'URSSAF, organisme chargé de collecter les cotisations sociales, 26,5% des hôtels, cafés, restaurants trichent sur le nombre d'heures effectuées par leurs salariés ou pire, ne les déclarent pas du tout. Les régions où la fraude est la plus importante sont l'Île-de-France et les départements d'outre-mer avec 61% et 48% des établissements en infraction. Jenny Briffa et Annie Tribois ont rencontré dans le sud de la France employeurs et employés qui reconnaissent ces pratiques illicites. Chaque été, depuis 3 ans, il vient sur la côte méditerranéenne gagner sa vie. Il travaille dans la restauration 60 heures par semaine, mais n'est déclaré que la moitié. On est déclaré à mi-temps, mais on travaille à temps plein, quoi. C'est ce qui se fait le plus, ouais. Ce qui est le moins dangereux, quoi. En cas de contrôle, on est déclaré, si l'employeur et l'employé sont au courant, ils savent que dire en cas de contrôle. En fait, son employeur lui paye son mi-temps par chèque et le complément en liquide de la main à la main. Si je déclare rien, je prends 3 000 €. Si je déclare, je prends 1 000 €. Donc à choisir, je prends 3 000 €. Le mi-temps détourné, ce restaurateur le pratique depuis plusieurs années dans ses restaurants. Moins on paye les gens et plus on a d'avantages. Donc quelqu'un que je paye au SMIC, on va me reverser des réductions bas salaire. Et si je les augmente, j'ai pas de réduction. Donc le but c'est d'un côté, moi j'y gagne un peu puisque je paye pas totalement toutes les charges. Et pour mes gars, du coup, ils arrivent à pas payer d'impôts et d'avoir un peu plus d'avantages de leur côté aussi. Donc tout le monde y gagne. En Languedoc-Roussillon, près de 30% des restaurateurs ne déclareraient pas totalement leurs salariés selon Force ouvrière. Le syndicat milite auprès des saisonniers pour qu'ils refusent le travail au noir, même contre un meilleur salaire. S'ils avaient un accident de travail, un petit accident de travail, ils ne seraient pas pris en charge. Et ensuite, pour leur compte de retraite, là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien, on est jeune, mais dans quelques années, il y aura la retraite. Et tout ça, s'ils ne sont pas déclarés, c'est des points en plus, c'est des déclarations qui ne sont pas faites pour les retraites, qui ne sont pas faites pour la sécurité sociale. C'est un manque à gagner énorme. Aujourd'hui, beaucoup regrettent le manque de contrôle. Sur le Cap d'Agde, par exemple, il n'y a qu'un contrôleur de l'URSSAF pour 1200 restaurants. Le chèque vacances distribué par les comités d'entreprise doivent profiter essentiellement aux bas salaires, ce qui est loin d'être le cas. Il faut dire que leur distribution est laissée à la discrétion des entreprises, grandes ou petites, et l'immense majorité des salariés n'en bénéficient pas. Reportage à la Grande Motte dans l'Hérault avec Véronique Gaglione et Cyril Paquet. Sur la plage, il faut les chercher, les bénéficiaires des chèques vacances. Ils ne sont pas si nombreux, comme monsieur a avoué le petit coup de main de l'entreprise, 250 € qu'il investit dans des plaisirs d'été. La location, le resto, le McDo, l'autoroute, ça dépend. Mais cette année, on a payé quoi, la location avec. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Ouais, ça fait un petit plus, quoi. On peut presque tout payer en chèque vacances, même le manège. À la Grande Motte, 158 commerçants l'acceptent. Ce chèque profite à 7 millions de salariés en France. Le montant dépend de l'ancienneté, de l'employeur aussi, qui participe financièrement. Pour certains vacanciers, le chèque est incontournable. Quand ils nous téléphonent, ils nous demandent vraiment si on les prend. Sinon, pour eux, ça n'a pas d'importance, ils réserveront ailleurs. Le chèque vacances devrait être distribué différemment. C'est l'avis du secrétariat d'État à la consommation pour aller en priorité aux petits revenus. Je pense que ça devrait surtout aller aux ouvriers, aux salariés, aux petits salariés. Parce que bon, je m'aperçois qu'il y a quand même des familles qui en profitent, qui sont quand même assez aisées. Ça dépend ce qu'on appelle un gros revenu. C'est sûr que maintenant, si on a les revenus moyens, c'est sûr que c'est appréciable de les avoir.
À la rentrée, une réunion sera donc organisée avec l'Agence nationale des chèques vacances pour faire un état des lieux et mieux cibler les heureux bénéficiaires. L'auberge du village, c'est souvent le dernier commerce qui subsiste quand la campagne se vide. Alors pour sauver cet ultime lieu de convivialité, un label a été créé, son nom, Café de Pays. Il existe dans 4 régions, Aquitaine, Normandie, Bretagne, Languedoc-Roussillon. Et objectif, c'est promouvoir les produits locaux, proposer des services multiples et garder le lien social. Reportage à Lanlou, en Bretagne, Aurélia Brault et Zinden Berkous. Il est des endroits dont on ne soupçonne pas l'existence, comme dans ce petit village de 250 habitants où un petit café au nom de Kerganer fait de la résistance. Tu veux ton café, Pierre ? Quand les 2 propriétaires, dont l'une est américaine, sont arrivés au village il y a 4 ans, elles n'avaient aucune certitude. Le café périclité, il fallait séduire les clients. Heureusement, il y avait Pierre, une figure locale pour qui ce café est comme une deuxième maison. Ben, il était là quand on est venu déjà pour voir si on allait acheter le café. On nous a dit, il y a Pierre. On n'a pas eu d'employé dans le contrat, mais on avait Pierre. Les journaux, le pain, l'épicerie, le café multiservice assure l'essentiel et plus encore. Il est devenu un lieu de vie et de culture où les apprentis pianistes viennent faire leur gamme au milieu des boîtes de conserve et des croissants. Les habitués se sentent comme chez eux. Les filles sont chouettes, sont ouvertes, elles ont su faire venir les gens, sympathiser avec les musiciens, avec les gens du coin, c'est extrêmement rare. Rare en effet, ce café-épicerie qui le soir venu se transforme en salle de concert. Poussez pas, je vous prie, les mères de les orties. Un lieu de rencontre génial où on revoit des gens qui communiquent entre eux. Maintenant c'est génial, quoi. Ça redonne une vie formidable au village. Sans spectacle par an, salle comble à tous les coups. Les habitants ont changé leurs habitudes. Pour nous c'est notre plus belle conquête en fait. C'est de faire sortir les gens qui n'avaient pas l'habitude de sortir. Le café a redonné un cœur au village. Il en a même fait un pôle d'attraction pour les villes voisines, attirées par le label Café de Pays. Dans certains cours d'eau en France, on trouve encore des paillettes d'or. C'est le cas dans le Gardon, près d'Alès dans le Gard, où les orpailleurs se donnent rendez-vous, tous experts dans le bâtiment de la bâtée et tous aussi fascinés par le métal précieux, même microscopique. Jenny Briffa et Mathieu Drejoux. Ils auraient pu tranquillement se prélasser, mais près du Gardon, lorsque l'on est chercheur d'or, on ne se dort pas au soleil. Premier mouvement, donc les mains à 9h15, on va faire ce qu'on appelle le débourbage. Très très fort, de droite à gauche. Ce geste-là vaut de l'or. Grâce à lui, en 20 ans, Véronique Villain a trouvé des milliers de paillettes du précieux métal dans les sables du Gardon. Aujourd'hui, elle partage son savoir avec les touristes. Moi, j'ai toujours peur de trop en faire tomber et de faire tomber l'or. Tu retiens tout, quoi. Tu veux tout garder, les sables. L'or ne risque pourtant pas de lui filer entre les doigts. Il va se déposer au fond de la bâtée grâce à sa densité exceptionnelle. Mais 19 fois plus lourd que l'eau, 19 fois plus lourd que plein de métaux, plus lourd que le plomb aussi. Bah, automatiquement, ce qui peut rester au fond, ça peut être que de l'or, ça peut pas être autre chose. Ce qui aurait pu y ressembler, il est parti au fur et à mesure des lavages. Oh là, très vite, les premières paillettes apparaissent. Elles sont précieusement versées dans des pipettes. Des microgrammes d'or pour certains, des kilos pour les plus futés. Il y a 20 ans, dans cette sablière qui traitait les alluvions du Gardon, Michel Lacombe a tout simplement placé un bout de moquette au bon endroit. Les alluvions, les sables et eau passaient là-dessous, c'est là-dedans que nous mettions les moquettes. Une riche idée, sans aucun doute. Le sable aurifère passait, les paillettes d'or étant plus lourdes, se bloquaient dans les fibres des moquettes. En 10 ans, il a récolté 50 kilos d'or, plus de 700 000 €. À l'époque, c'est vite devenu le Far West. Il m'est arrivé de passer des nuits avec le fusil et à surveiller la sablière parce qu'on se faisait voler des moquettes. On faisait des pièges pour empêcher les gens de venir chercher l'or. Vous faisiez des pièges? Oui, on faisait des pièges, oui, des planches à clous pour les voitures qui rentraient. On faisait pas mal de pièges, oui. Aujourd'hui, les sablières ne fonctionnent plus. Michel a trouvé un autre filon. Allez, chercheur d'or, tu en as trouvé aujourd'hui? Un petit peu. Avec son or, il a monté un camping pour chercheurs d'or. Là, actuellement, on doit être à 2-3 grammes, pas plus. Et tu vas me payer le camping avec ça ou pas? Une partie.
Michel n'est pas le seul à essayer de se faire de l'argent. Dans le Gardon, à côté de ces touristes, Véronique continue à chercher la pépite de sa vie. Un peu rapide. Chaque fois que je remplis ma bâtée, je dis tiens, cette fois-ci, elle y sera, quoi. Et bon, résultat, j'en ai jamais trouvé. Mais même sans pépite, au fil de l'eau, Véronique s'est constituée un véritable petit trésor. Et plus que de l'or, c'est toute une vie qui brille dans ses paillettes. Sport football, en match en retard de la deuxième journée de championnat de Ligue 1. Lille s'est imposé sur le terrain de Metz, 2-1. Batos pour Lille, puis Ndiaye pour Metz. Et dans les 10 dernières minutes du match, c'est Maric qui finalement a donné la victoire aux Lillois. Voilà le but. Avis de tempête sur la troisième étape de la solitaire du Figaro. Le parcours initial de la course a dû être détourné pour éviter de doubler le rocher irlandais du Fastnet balayé par les vents. La course a donc été amputée de 200 000 entre Brest et la Corogne. Par ailleurs, la course du Fastnet qui devait partir ce matin a été reportée en raison du mauvais temps. C'est une première, mais le Fastnet est un endroit extrêmement dangereux, redouté, y compris par les marins les plus chevronnés. Claire Lessing. On le surnomme le Cap Horn de l'Europe. Ce rocher austère, le Fastnet, planté au large des côtes irlandaises, terrorise tous les marins. Des histoires de naufrages et de mers déchaînées ont forgé sa légende. Aujourd'hui, pour cause d'avis de tempête, report de la célèbre course anglo-saxonne qui porte son nom, changement de cap pour la solitaire du Figaro. La décision de la direction de course a été de modifier le parcours de façon à ne pas amener les gens au casse-pipe, et on n'est pas là pour faire les jeux du cirque. Impossible en effet d'oublier cette année 1979. Une tempête dévastatrice force 23 équipages à l'abandon, au total 15 marins périssent en mer. Voilà pourquoi les organisateurs de la Figaro ont amputé la troisième étape du rocher redouté. La course se rendra directement vers la Corogne, un choix que comprend Michel Desjoyaux, cet habitué des courses au large. Le Fastnet, c'est un endroit dangereux parce que quand il y a du vent, c'est très exposé. La mer peut être très forte puisqu'il n'y a absolument aucune protection tout autour. Et les côtes irlandaises juste à côté sont assez hostiles également quand il y a du mauvais temps. Donc il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Un avis partagé par les navigateurs qui pourtant n'ont pas peur de grand-chose. Mais devant le Fastnet, ils préfèrent s'effacer. Plus que jamais au large de l'Irlande, c'est le caillou qui fait la loi. À la feria de Dax, corrida historique avec le retour du grand torero José Tomás. Il avait fait ses adieux il y a 5 ans, justement à Dax, c'était en 2002, et c'est à Dax qu'il fait son retour dans les arènes. Portrait de ce torero mystérieux que l'on compare parfois au célèbre Manolete. David Bazier et Bernard Bonarme. Aux arènes de Dax, pour les passionnés de corrida, c'est une date historique, un peu comme si Zidane rechaussait les crampons. José Tomás, torero d'exception, est de retour, 5 ans après avoir mystérieusement stoppé sa carrière. On attend vraiment son retour avec impatience. C'est un phénomène, c'est un phénomène. On attend toujours, on a toujours l'espoir de les retrouver aussi bons. Quand on a vu des grands moments, on a vibré, on a espoir de revibrer. Des arènes pleines à craquer. Sur Internet et au guichet, la bataille des places a été rude. Il y a autant d'heureux dedans que de malheureux dehors. Là, il s'en va actuellement au marché noir, mais entre 3 fois le prix apparemment. Alors, bon. Il faut pouvoir avoir les moyens, tout simplement. José Tomás n'est pas bavard, il s'exprime par sa tauromachie. Ce retour tant attendu comportait le risque de la déception. Mais sa manière de toréer soulève encore une fois l'arène. Pour les aficionados les plus puristes, José Tomás est un torero presque unique. Il arrive à imposer sa façon de torer, qui est une tauromachie froide, hein, mais il soulève les foules uniquement par sa classe, son art, sa technique. Et après 5 ans d'absence dans les arènes, c'est encore lui qui remporte le triomphe. C'est l'homme étrange, l'ovni, le mystérieux, parce que je pense que depuis Manolete, dont il cite souvent le nom en étant un peu l'élève de Manolete, on n'a jamais rien vu de pareil. Fidèle à lui-même, dès le triomphe terminé, José Tomás est reparti vers une autre corrida. Le maestro si discret laisse encore une fois le public de Dax rêver à son retour. C'est la fin du 23e festival de théâtre de Ramatuelle, toujours placé sous le signe de l'humour, fondé et dirigé par Jean-Claude Brialy. 2 mois après son décès hier soir sur scène, un hommage lui était rendu avec Jean-Pierre Mariel, Pierre Arditi et Laurent Gérard. Reportage Laurence Cuvillier et Zidane Berkous.
Craignez qu'il ne m'apparaisse singulier ou déplacé, rassurez-vous. Une voix bien connue du cinéma français dans les collines de Ramatuelle. Jean-Pierre Mariel. La pièce qu'il joue ce soir, Jean-Claude Brialy la voulait au programme. Le festival est désormais orphelin, mais le spectacle continuera. Je pense qu'il faut le continuer. Ce serait triste que le festival de Ramatuelle disparaisse, au contraire. Ce serait pas bien pour Jean-Claude, il me semble. Il faut que ça continue. L'année dernière encore, Jean-Claude Brialy veillait sur ses invités du haut des gradins. De ces beaux jours. Depuis 23 ans, les plus grands humoristes français, mais aussi des chanteurs et acteurs, ont laissé leur trace au festival. Laurent Gérard a joué 3 fois à Ramatuelle. Les gens dans la rue me disaient vous allez continuer, imiter encore Jean-Claude Brialy. Alors évidemment, je peux plus faire rire avec, mais c'est vrai qu'il est resté. Tous mes amis sont là. J'ai rencontré les plus grands, j'ai vécu plusieurs vies en une, et puis cette année je suis allé rejoindre mes amis. Romy, Jean Marais, Arletty, Gérard Philippe. Et d'autres amis encore dans les coulisses. Pierre Arditi et Eddie Mitchell, venus évoquer Jean-Claude Brialy. Puis j'adorerais en particulier tes pantalons en tire-bouchon. C'est d'ailleurs, je les porte comme ça depuis que je t'ai vu. Ça désespère tous les tailleurs qui me font des pantalons, qui ne comprennent pas pourquoi mes pantalons doivent tomber à ce point-là. Mais chez toi, ça avait une élégance folle. Chez moi, c'est comme c'est, mais ça fait rien. C'est une sorte d'hommage. Alors que le public entonne le tourbillon de la vie, nul doute que Jean-Claude Brialy est encore là. Le festival est ouvert, le théâtre est ouvert et plein puisque vous êtes là. Il le disait lui-même, les comédiens meurent quand on les oublie. Et nous retrouvons en direct d'un autre théâtre à Carcès dans le Var, Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Alors on va revenir tout à l'heure sur les raisons de ce passage à Carcès. Mais évoquons d'abord cette soirée de Ramatuelle, cet hommage, c'était très émouvant. C'était très émouvant, on était en coulisses tous les deux avec Pierre Arditi et puis on a entendu la voix de Jean-Claude juste après les trompettes de Ramatuelle. On a eu la larme à l'œil, mais on s'est dit qu'il fallait que ça continue, qu'il fallait que le spectacle vive à Ramatuelle parce que Jean-Claude l'aurait aimé et parce qu'il aimait le mélange des gens, et que c'était un vrai festival de bonne humeur, de bien-être. Et puis voilà, c'est Jean-Claude, c'est Jean-Claude. Il aimait les formules que vous aviez trouvées pour parler de lui, comme « tous mes amis sont là ». Mais oui, parce qu'en fait, ça le résumait vraiment bien. Le fait de dire « tous mes amis », ça représentait tellement Jean-Claude qui aimait être entouré de ses amis et qui aimait que ses amis soient heureux. Hier, c'est vrai qu'avec Jean-Pierre Mariel, Eddie Mitchell, Pierre Arditi, on évoquait Jean-Claude toujours avec un sourire. Il nous manque, et c'est vrai que le théâtre de Ramatuelle soit encore aussi beau grâce à lui, et qu'il ait encore cette présence, et bien ça nous a touchés tous. Oui. Et pourtant, vous lui faisiez dire, si je puis dire, des horreurs sur tous les gens qu'il aimait. Il ne s'en formalisait pas. Non, il ne s'en formalisait pas, il avait beaucoup d'humour, on s'aimait beaucoup. Et puis, c'est vrai que je vous dis, la formule « tous mes amis sont là », c'était ce qui lui correspondait le mieux. C'est avant tout ce qu'il faut retenir. Et on a bien compris que vous alliez continuer à lui donner vie dans vos spectacles. Absolument, d'ailleurs j'étais très ému hier à Ramatuelle, j'ai écrit un texte sur Jean-Claude, un texte qui parle de cinéma parce qu'il aimait le cinéma, il aimait le théâtre, il aimait tous les gens comme je l'ai dit. Et c'est un texte que j'aime beaucoup faire parce qu'il y a une vraie émotion dans la salle quand je le fais. Alors, parlons de Carcès maintenant, où vous êtes. C'est un théâtre que vous connaissez depuis maintenant 15 ans. C'était une étape de vos tout débuts. Vous y êtes arrivé presque par hasard, c'est ça ? Ah, j'étais pas connu du tout à l'époque et puis j'avais fait la tournée Var Matin et qui s'était arrêtée dans ce joli village. Vous devez apercevoir derrière moi le théâtre qui vient d'ouvrir. Il y a beaucoup de monde, ouais, c'est très convivial. Et oui, c'est une histoire d'amitié et de fidélité avec le maire qui est un passionné et qui aime la Provence et qui a réhabilité un lieu qui était en ruine pour en faire un théâtre. Et j'ai la chance qu'il porte mon nom. Alors justement, le maire du village a décidé d'appeler ce théâtre de votre nom. Pourquoi ? Parce que vous avez donné une partie de la recette, c'est ça ?
Parce que j'étais venu un jour répéter mon spectacle ici et je lui avais dit écoute, je prends pas la recette, réhabilite cette cité qui te tient tant à cœur. Il me dit d'accord, on va faire un théâtre. Mais c'est surtout qu'à l'époque, j'étais pas connu du tout et je lui avais dit je reviendrai tout le temps dans cette belle région, je te promets. Et comme je suis plutôt fidèle en amitié et que j'aime les rencontres, ça a été une belle rencontre dans ma vie. Et c'est un rendez-vous que j'ai pris avec les gens de ce village. Et maintenant, d'avoir un théâtre de son vivant, c'est très émouvant. J'étais très ému ce soir. C'est vrai, vous êtes content. Alors ce soir, c'est l'inauguration. Il y a un spectacle particulier? Oui. Non, on va organiser un spectacle. D'ailleurs, c'est très étrange. Cette année, Jean-Claude nous a quittés. Et puis cette année, j'ai un théâtre à mon nom. Je trouve qu'il y a une continuité. Je vais essayer aussi de faire venir des copains, de passer des bons moments ici. Et puis que le théâtre, à la fois la rigolade, faire rire, faire pleurer dans des beaux lieux comme ça. Voilà, dans la mémoire de Jean-Claude aussi. Vous avez de nouveaux personnages dans votre besace? J'ai le nouveau président. Oui. D'ailleurs, vous avez ce soir, Cécilia Sarkozy n'a pas pu venir, elle avait une angine blanche, donc elle a été excusée, elle n'a pas pu venir à l'inauguration. Très bien. Bon, moi je vois que vous êtes très en forme, passez une bonne soirée. Et encore toutes nos félicitations. Merci Françoise, vous viendrez, j'espère. Oh, oui. Et comment? Je viendrai, surtout si vous m'invitez. Passez une bonne soirée dans le théâtre Laurent Gérard. Merci à vous, Laurent. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, 20h50, 3 inédits de la série Urgence. Demain, 13h, vous avez rendez-vous avec David Bohéry. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir.